C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez Radio Virus, la radio qui vous distrait pendant votre confinement. Commençons tout de suite cette 6e émission avec un point d'actualité sur le coronavirus. Il est heureux de voir que si le français a tendance à changer de couleur ces dernières décennies, il n'en change pour autant pas ses habitudes face aux grandes invasions. De juin 40 à mars 2020, Dieu merci, Glandu a toujours gardé les bons réflexes. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau gouvernement, le français est à peu près aussi bien outillé qu'en 40. Même si Macron a remplacé Lebrun à l'Elysée, on sent la même permanence dans l'échec. Et en pleine débâcle, au moins ça rassure. Agnès Buzyn, notre Maginot à nous, l'avait bien dit. Le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. Ça vaut bien toutes les lignes de fortification du monde. De toute façon, la France ayant le meilleur système de santé, celui que l'univers nous envie, qu'aucune n'a rien à craindre. Nos hôpitaux d'aujourd'hui valent bien nos bandes moltières et nos généraux d'hier. Côté bon comportement et bonne pratique, le français moyen n'est pas en reste et retrouve les bonnes habitudes de beauf de grand-papa. En 40 on a eu faim, pas question qu'aujourd'hui il en soit de même. Et si à l'occasion il a moyen de se faire un petit bénéfice au marché noir, le filou n'y voit pas d'inconvénient. Joie du brassage des cultures, la tradition toute barbaresque de la rapine s'ajoute à l'esprit précautionneux local et fait des étincelles. Ainsi, dépouiller les entrepôts d'alimentation et de masques prévus pour les nécessiteux semble être une nouvelle activité toute lucrative, comme celle de piller les hôpitaux et les voitures des infirmières. Joie des temps, si les commerces ayant pignon sur rue sont contraints de tirer les rideaux rendant les rues gaies comme un 11 novembre au Creusot, les nouveaux caravaniers égayent certains quartiers proposant masques et gel à des prix corrects. Côté sécurité, le français retrouve des habitudes un peu oubliées mais toujours vivaces. Si voir des beaux militaires marcher au pas dans la rue ne le change pas d'habitude, les couvre-feux et les barrages qui fleurissent un peu partout lui donnent de frissons dignes de la traversée de Paris. La présentation de l'Ausweis remis au goût du jour lui donne l'impression de jouer dans un village français, et s'il avait eu des enfants, il aurait des choses à leur raconter plus tard, à moins qu'un accident de couvre-feu, doublé d'une impossibilité de passer chez la tricoteuse, lui donne l'occasion de pouponner dans 9 mois. En attendant, il a le temps de s'adonner à son occupation favorite érigée en sport national, la délation. Si les PET sont un peu défaillants ces dernières semaines pour envoyer sa dénonciation sur papier libre, il reste le téléphone littéralement prêt d'assaut pour dénoncer au 17 les salauds qui ne respectent pas le confinement. Paraît que même la police en est écœurée, c'est dire. Heureusement, il y a aussi des permanences qui rassurent sur l'état du pays. La police, justement, ne change pas. Fidèle, intègre, aveugle, elle fait preuve d'une constance qui l'honore. On lui demande de verbaliser, elle verbalise, de préférence le français, qui se contente de désobéir, comme à son habitude, pour aller chercher son pain ou boire un coup avec les copains. Prudente, elle n'ira pas dans certains quartiers de peur d'exacerber les tensions sociales, et surtout parce qu'on ne lui a pas demandé. Par contre, verbaliser un convoi funéraire, une infirmière pour défaut de carte grise ou un entrepreneur sur le point de déposer le bilan, ça c'est bon, elle peut. Elle n'est pas idéologue, la police, elle travaille pour qui la paye, comme d'autres métiers dont la promiscuité peut nous sembler plus agréable. Ne nous faisons pas de soucis pour elle à la fin de la bataille, elle sera en haut du podium des héros de la nation, et peut-être aura-t-elle droit à une nouvelle fourragère rouge, aussi méritée que la précédente. Comme toutes les guerres, celle-ci aura aussi une fin, avec ses vainqueurs, ses vaincus et ses profiteurs. Comme il est peu probable que Macron finisse comme Ceausescu, il est tout aussi peu probable que les perdants d'hier gagnent demain. Pourtant, on peut se prendre à rêver que nourri par ces jours de confinement, en face-à-face permanent avec sa bibliothèque poussiéreuse et enfin lassé de sa télévision, Cocu décide de prendre les choses en main et d'enfin faire influer le cours de l'histoire. Cependant, le monde ne s'arrête pas de tourner, je vous propose les actualités. Actualité de ce mardi 24 mars. Coronavirus toujours en premier. Aujourd'hui, une pensée reconnaissante pour le personnel soignant qui est en première ligne. Au moins 3 médecins sont déjà morts du virus et plus d'un tiers du personnel parisien serait infecté. Plutôt que de faire clignoter la tour Eiffel ou d'applaudir, une amélioration de leurs conditions de travail, comme demandé depuis de nombreuses années, serait une reconnaissance plus utile. Notons cependant que certaines entreprises leur accordent des avantages bien mérités. Plein d'essence gratuit, billets de train gratuits. Économie. Un article daté d'hier nous explique que les bourses mondiales ont perdu plus de 30 000 milliards de dollars depuis le 1er janvier, soit 30% de leur valeur. Et tout cela sans que les entreprises ferment particulièrement. Comme quoi la bourse, c'est quand même bien du vent. Technologie. Alors que des pays asiatiques traquent leurs citoyens via la localisation de leur téléphone pour vérifier la bonne application du confinement,
La question se pose en France. Nous verrons combien de temps la CNIL peut tenir face aux assauts répétés contre nos libertés. États-Unis. Les rayons de bière sont vides, à l'exception de la Corona, ce qui en dit long sur ce grand pays. Également, les canalisations souffrent. Ce pays qui réussit à survivre à la chasse d'eau de la mi-temps du Super Bowl est désormais noyé sous les lingettes nettoyantes dont les Américains se servent pour désinfecter leurs maisons. Ils les mettent aux toilettes après usage, entraînant de sérieux problèmes dans certains États. Vacances. Les voyages annulés pour cause de coronavirus sont transformés en bons d'achat réutilisables ensuite. Mais comme le gouvernement prépare la prise de congés payés obligatoire, ça va être compliqué de les utiliser. Travail. Justement, à défaut de vacances, le gouvernement veut que nous travaillions. Il refuse de donner des listes de métiers essentiels et pousse tout le monde à retourner au bureau d'une manière ou d'une autre. Le BTP va devoir faire des chantiers en combinaison hazmat, l'électricien va devoir désinfecter les tableaux électriques à l'alcool, le gazier devra nettoyer les tuyaux au lance-flammes, tout sauf la terrible récession. Ce qui pose quelques questions. Ou bien il faut rester confiné, ou il faut travailler. De toute façon, quand on voit comment le gouvernement a du mal à trancher, on peut comprendre que le brave français soit un peu perdu. Politique. Agnès Buzyn, qui savait tout mais n'a rien dit, plutôt que d'aider en hôpital, comme tous les médecins aujourd'hui, est devenue conseillère en charge des affaires stratégiques et de la gestion de crise pour Unicancer. Elle le fait gratuitement. En même temps, s'il la paye, quand on voit comment elle gère les crises, il serait sacrément con. C'est tout pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle chronique d'actualité. Passons maintenant à la formation politique, avec le premier point politique qui porte aujourd'hui sur William Morris. Nous allons aujourd'hui vous faire découvrir la pensée politique de William Morris, artiste et poète anglais de la seconde moitié du XIXe siècle. William Morris est le précurseur du design. Il lance vers 1870 le concept des art and craft et l'applique au domaine des arts décoratifs. L'objectif est de redonner aux artisans leur rôle ancestral d'artistes décorateurs et non de les réduire à de simples maillons de la chaîne de production capitaliste. C'est pourquoi il dénonce en parallèle les abus de la société industrielle et sa recherche effrénée de profit, accentuant ainsi le fossé entre les classes et transformant la vie des ouvriers en désert d'ignorance et de misère. J'éprouve un sentiment de honte pour mon semblable civilisé de la bourgeoisie, qui ne se soucie pas de la qualité des marchandises qu'il vend, mais s'inquiète des profits qu'il peut en tirer. Comme il le déclare souvent ironiquement, c'est d'abord parce qu'il est vieux jeu et conservateur que Morris dénonce la société industrielle de son temps et finit par rejoindre le mouvement ouvrier organisé. Dans une conférence de 1880, il s'élève ainsi contre la prétention civilisatrice du colonialisme anglais. Depuis que j'ai entendu parler de vin fabriqué sans jus de raisin, de couteaux dont la lame se tord ou se casse dès que vous tentez de couper quelque chose de plus dur que du beurre, et de tant d'autres mirifiques prodiges du commerce actuel, je commence à me demander si la civilisation n'a pas atteint un point de falsification tel que son expansion ne mérite plus d'être soutenue. Cette critique du monde capitaliste comme civilisation de la falsification restera un leitmotiv de la pensée mauricienne. Sa conversion au socialisme ne fera jamais de Morris un matérialiste étroit ni un adorateur des forces productives. Au contraire de nombreux révolutionnaires de son temps qui cherchaient à accomplir les promesses de l'industrie, il remet en question les finalités mêmes de la production matérielle. Il ne croira jamais au potentiel émancipateur du développement industriel. Comme l'écrit Victor Dupont, son biographe et traducteur, sa haine de la civilisation moderne, industrielle et capitaliste était telle qu'il ne concevait pas d'autre issue ni solution valable que la destruction totale du système par la révolte générale de ses principales victimes, c'est-à-dire la révolution prolétarienne. Sa conception de la révolution est ancrée dans une reconnaissance des capacités des êtres humains à façonner leur avenir. L'homme n'est pas l'objet des desseins aveugles d'une parodie laïque de la providence chrétienne. Le rôle d'un mouvement révolutionnaire n'est pas la soumission au sang de l'histoire, mais la construction consciente des conditions de l'émancipation. On a pu reprocher à Maurice d'être un utopiste, et certains directeurs de la Révolution moqueront son médiévalisme, son souci de défendre le beau et les plaisirs forcément réactionnaires de la vie campagnarde. À lire ses conférences et son utopie, les nouvelles de nulle part, on constate qu'il annonce souvent la critique écologiste de la croissance industrielle. Précurseur, Maurice dénonce la soumission aux logiques de la machine, l'artificialisation du monde et l'idéologie productiviste. Il conteste ainsi les bases mêmes de civilisation capitaliste, ses valeurs toutes matérielles et son culte du confort. Certaines personnes pensent que ces conforts-là constituent l'essence même de la civilisation,
et que leur jouissance est ce qui sépare cette civilisation de la barbarie. S'il en est ainsi, adieu mes espoirs. Je pensais que la civilisation signifiait conquête de la paix, de l'ordre et de la liberté, bonne entente entre les hommes, amour de la vérité et haine de l'injustice. En résumé, une bonne vie nourrie de ces valeurs, libérée de la lâcheté et de la peur, mais riche en événements. Voilà comment je définis la civilisation, et non pas par l'accumulation de sièges rembourrés de coussins, de tapis et de gaz de ville, de viande délicate et de boissons fines, et, enfin, par des différences de plus en plus aiguës entre les classes. Maurice, comme plus tard George Orwell, ne sépare jamais la critique socialiste d'un souci d'élévation morale et d'une recherche de la vie bonne. Il est socialiste non parce qu'il rêverait d'une fin de l'histoire où s'établirait une société d'oisifs gavée par les produits de l'industrie, mais pour fonder une communauté d'hommes libres, responsables et créateurs de richesses durables. Dans Les Nouvelles de nulle part, son roman utopique écrit en 1890, il imagine une société de petits producteurs où s'est réalisée l'union de l'art et de la vie, du travail et du plaisir, dans une société moléculaire fondée sur des coordinations locales de travailleurs. Les rivières ont été nettoyées et les grandes métropoles sont redevenues des villes à la mesure de l'homme. Mort en 1896, Maurice est redécouvert aujourd'hui par le mouvement de la décroissance et l'écologie radicale. Son archéofuturisme, où la critique sociale n'exclut pas la fidélité au passé, reste précieuse pour qui cherche à construire de vraies alternatives. Vous en apprendrez davantage sur l'art anglais de la fin du XIXe siècle avec la figure de William Blake. Alors, restez à l'écoute de Radio Revirus. Que ferions-nous dans notre confinement sans la critique ciné ? Dans les années 1750, au fin fond de l'Irlande, un jeune homme du nom de Barry Lyndon courtise sa cousine Nora. Malheureusement pour lui, la belle cousine préfère rejoindre un riche Anglais. Barry provoque ce dernier en duel. Après avoir tué son rival, il part de son doux pays afin de se faire oublier. Voici l'histoire de Barry Lyndon, ses aventures, son ascension sociale et sa chute. Le livre de William Makepeace Thackeray, Mémoires de Barry Lyndon, est adapté au cinéma en 1975 par l'un des plus grands réalisateurs américains de l'histoire du cinéma, Stanley Kubrick, réalisateur de 2001 L'Odyssée de l'espace, Shining, Full Metal Jacket, Orange Mécanique et bien d'autres films, tous plus intéressants les uns que les autres. Aujourd'hui, si je m'intéresse à Barry Lyndon, c'est parce que ce film est mon préféré du réalisateur et l'un des meilleurs films historiques que j'ai pu voir. Mais qu'est-ce qui fait la grandeur de ce film ? Barry Lyndon marque le spectateur par la beauté de ses plans, par le réalisme des couleurs. Avec ce film, Stanley Kubrick souhaite transmettre au mieux l'ambiance d'une époque. Pour ce faire, il essaie d'utiliser au maximum une lumière naturelle, chose extrêmement compliquée à faire pour un cinéaste. Ainsi, les plans de nuit sont filmés à la bougie, par exemple. Mais le point le plus important reste l'inspiration du réalisateur pour créer des plans aussi magnifiques. En effet, Stanley Kubrick pour le film a eu la géniale idée de s'inspirer des tableaux du XVIIIe siècle. C'est ainsi que le film paraît lent. Chaque scène est parsemée de plans où les personnages sont presque immobiles, comme si nous regardions à la suite des tableaux de l'époque. C'est comme si la peinture prenait vie. C'est tout le génie de Kubrick à travers ce film. Le cinéma c'est de l'art, et le réalisateur a compris comment le montrer au spectateur. Ne vous attendez pas à suivre dans le film un jeune homme exemplaire. Barry Lyndon est un homme, quelqu'un qui va faire des actes immoraux pour arriver à ses fins, mais qui va aussi parfois savoir se montrer touchant. Il a ses qualités et défauts. Nous ne le suivons pas seulement pour son histoire hors du commun, nous le suivons pour vivre une autre époque. Pour ce qui est de la musique, Kubrick a choisi du classique, mais étonnamment pas forcément de la musique de l'époque, puisqu'on a notamment la présence du compositeur du XIXe siècle Schubert. Alors cela n'enlève en rien à la beauté du film et à son réalisme, on peut penser que le réalisateur a choisi ses musiques par choix artistique. Il faut dire que le trio de Schubert que vous avez pu entendre en début de chronique accompagne très bien l'ambiance du film. La musique est lente, posée et belle à la fois, tout comme les plans du film. Pour ce qui est des décors, les manoirs et châteaux sont tous d'époque. Chaque paysage est soigneusement choisi. En fait, ce film transpire le souci du détail, le souci de réalisme. Barry Lyndon sonne comme une revanche pour Stanley Kubrick. Le réalisateur n'avait pas réussi à faire aboutir son projet de faire un grand film sur Napoléon. Il faut voir Barry Lyndon, car c'est un film exemplaire et magnifique. Une envie musicale ? Je vous propose la chanson du jour. Roland the Headless Thompson Gunner,
est un morceau écrit et interprété par le chanteur de rock américain Warren Williams Zevon. Cet artiste au caractère pour le moins excentrique a toujours été attiré par les histoires sombres d'hommes au destin tragique. C'est en rencontrant un ancien mercenaire, David Lindell, devenu tenancier d'un bar en Espagne, que Zevon a l'idée d'écrire une chanson sur les aventures des mercenaires européens partis chercher la fortune et la gloire dans les zones de conflit qui parsèment le monde. L'histoire. Roland est un militaire norvégien qui s'engage en tant que mercenaire dans les combats qui embrasent le Congo des années 60. Soldat exceptionnel, il est repéré par la CIA qui cherche à l'éliminer. C'est son compagnon d'armes, Van Hoven, qui s'en chargera en lui éclatant la tête d'un coup de fusil. Revenant sous la forme d'un spectre décapité, Roland retrouve son camarade qui l'a trahi et se venge. Des années plus tard, Roland, le mercenaire sans tête, est aperçu en Palestine, en Irlande, au Liban, partout où la guerre fait rage et où des mercenaires, dont il est devenu le symbole anonyme, opèrent. Plus qu'une simple chanson, Roland the Headless Thompson Gunner est un véritable récit qui nous fait voyager dans les eaux sombres des conflits les plus cruels, un hymne aux héros maudits que sont les mercenaires. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne écoute. Roland was a warrior from the land of the midnight sun, with a Thompson gun for hire, fighting to be done. The deal was made in Denmark on a dark and stormy day, so he set out for Biafra to join the bloody fray. Through 66 and 7, they fought the Congo War, with their fingers on their triggers, knee deep in gore. Days and nights they battled the Bantu to their knees. They killed to earn their living and to help out the Congolese. Roland the Thompson gunner, Roland the Thompson gunner. His comrades fought beside him, Van Owen and the rest. But of all the Thompson gunners, Roland was the best. So the CIA decided they wanted Roland dead. That son of a bitch Van Owen blew off Roland's head. Roland the headless Thompson gunner, Norway's bravest sons of the score. They can still see his headless body stalking through the night in the muzzle flash of Roland's Thompson gun. In the muzzle flash of Roland's Thompson gun. Roland searched the continent for the man who done him in. He found him in Mombasa, in a ballroom drinking gin. Roland aimed his Thompson gun, he didn't say a word, but he blew Van Owen's body from there to Johannesburg. Roland the headless Thompson gunner, Roland the headless Thompson gunner, Roland the headless Thompson gunner. Talking about the man, Roland the headless Thompson gunner. The eternal Thompson gunner, still wandering through the night. Now it's 10 years later, but it still keeps up the fight. In Ireland, in Lebanon, in Palestine, in Berkeley, Patty Hearst heard the birth of Roland's Thompson gun and body.
Passons maintenant au deuxième point politique, qui porte aujourd'hui sur un sujet très en vogue, le transhumanisme. À l'heure du confinement, tandis que des drones annoncent à nos concitoyens de rester chez eux et que la science se bat pour trouver un virus, que de nombreux éléments ressemblent à des films de science-fiction ou qu'on a l'impression d'y tendre, penchons-nous sur le transhumanisme. Le transhumanisme trouve ses racines dans l'humanisme naissant du XVe siècle, quand déjà certains penseurs européens font de l'individu la mesure de toute chose, mettant ainsi l'homme au centre, et écartant de ce fait toute transcendance, divine, naturelle, voire simplement sociale ou civilisationnelle. L'homme devient ainsi l'homme, être autonome, au sens de créateur de sa propre norme, qui ne connaît dès lors plus de limites, notamment créatrices. Penseurs et philosophes font du libre arbitre une valeur absolue, remettant spécialement en cause les dogmes de l'Église, notamment par une interprétation divergente des textes sacrés. Affirmant leur foi en l'homme, individu subjectif et non soumis à des valeurs transcendantes, ces penseurs promeuvent les valeurs de tolérance et de culture. Par la suite viennent les philosophes des Lumières, les droits de l'homme, le libéralisme. Nietzsche, avec son célèbre « Dieu est mort », constate la disparition des dernières traces de transcendance. L'homme est placé au-dessus de tout. L'objectif devient l'épanouissement de ce dernier, avec une foi inaltérable dans sa possibilité de progrès. La question du progrès est ici fondamentale. Il devient impensable que l'homme, devenu alpha et oméga de l'univers, ait encore à subir les contraintes naturelles, celles induites par notre biologie, la maladie, la mort, la faim, le coronavirus, mais aussi par conséquent celles que notre nature nous imposait pour vivre, la communauté, ses règles. L'homme doit se débarrasser de ces règles naturelles qui l'empêchent d'avancer vers le progrès. La libéralisation forcée de notre cité, par la destruction progressive des communautés naturelles, s'inscrit dans ce cadre. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le croisement de plusieurs disciplines scientifiques a permis le développement des NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, intelligence artificielle, sciences cognitives. Les progrès technologiques de ces 50 dernières années accroissent considérablement les possibilités de modification du corps humain. À partir de la fin des années 70, de nombreux groupes de penseurs, scientifiques, risquent tout, se penchent sur la question de dépasser par la science les capacités humaines, donnant ainsi corps à la pensée transhumaniste. Les transhumains sont parmi nous. Proche de la science-fiction, dans l'univers collectif, cette idée d'affranchir l'homme de sa condition humaine nous semble profondément utopique. Pourtant, chaque jour, un nouveau lot de découvertes technologiques vient nous épanouir. Les Google Glass, permettant à tout un chacun de profiter de la réalité augmentée, c'est-à-dire d'avoir accès en temps réel à toutes les informations sur le lieu où l'on se trouve, le café le moins cher, le nom de la personne sur le trottoir d'en face, où se trouvent nos amis. Un homme qui a perdu ses 2 jambes peut, grâce aux nouvelles prothèses, courir plus vite qu'aucun être humain ne l'a jamais fait. La pénibilité du travail va disparaître avec l'arrivée de nouveaux exosquelettes qui permettent de travailler des journées entières sans sentir la moindre fatigue physique. Ces avancées technologiques permettent réellement à l'homme d'échapper aux contraintes naturelles. Il en va de même dans les avancées médicales, où la greffe d'organes est devenue une pratique courante. Des organes qui, dans peu de temps, seront uniquement mécaniques ou clonés, et donc reproduisibles de manière quasi infinie. Mais ces avancées, que l'on nous présente comme un progrès jamais atteint dans l'histoire de l'humanité, ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Le transhumanisme ne vient qu'à la suite du libéralisme. Puisque l'être humain est libre de tout, puisque l'accomplissement de son essence découle de la poursuite de son intérêt individuel, il semble logique qu'il puisse s'émanciper de sa nature humaine. La marchandisation ou la destruction de l'être humain en devenir n'est qu'une conséquence logique de cette pensée. En effet, pourquoi devrait-on se restreindre à la nature pour la question de la descendance ? Il est aujourd'hui possible de choisir sa progéniture, sa future taille, la couleur de ses yeux, de s'assurer qu'il n'aura aucune tare, afin qu'il puisse un jour exploiter le maximum de ses capacités humaines, et ce, sans même se fatiguer, par Internet, tout en restant dans son salon. Les tenants du transhumanisme ne sont pas de vulgaires risques-tout dans de sombres garages. Google en est l'un des promoteurs les plus avancés. L'entreprise américaine subventionne la Singularity University, l'université d'été du transhumanisme, et a son propre laboratoire de recherche sur cette question. Google X. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Amazon, en robotisant ses processus et en les appliquant à ses employés, a réussi à augmenter leur productivité. Le transhumanisme n'est donc pas une lubie de chercheurs fous, mais bien un dessein pour l'humanité lentement mis en place.
C'est maintenant l'instant culturel. Allons tout de suite sur les terres de Vendée. Amis fauchés, amis ruinés, amis chômeurs, bonjour. Le saint pangolin étant en train de mettre l'économie mondiale par terre, merci à lui, il est possible que le retour à la normale fasse très très mal. Le gouvernement s'attelle déjà à nous ramener au 19e siècle sur le plan social et du travail. Mais quand bien même on nous recréerait la semaine de 80 heures, il faut encore que des boîtes tiennent debout. Tous les entrepreneurs de France voient le sol arriver très très vite, et les employés, hormis Gigastructure, vont le voir dans pas longtemps non plus. Qu'est-ce qui se passe quand c'est la merde pour remonter ? Soit on garde confiance en l'État, et on finit à la banque alimentaire, soit on s'en libère et on reprend son destin en main. Facile à dire, me direz-vous. Pour vous donner une piste de réflexion sur la survie à une crise majeure, penchons-nous sur le cas de ce que les historiens et les économistes appellent le miracle vendéen. Je vous fais le topo historique en rapide. 1793, la Vendée part casser des gueules pour Dieu et le roi, et affronte la jeune République. La guerre fait rage pendant 3 ans, et la Vendée, à bout de souffle, s'incline face à la meilleure armée d'Europe. La suite, vous la connaissez, la Vendée va se manger une sorte de Covid-19 des familles, appelée colonnes infernales. Les républicains le font à l'ancienne, et 250 000 morts plus tard, laissent une Vendée ravagée, où tout le bétail est mort, les baraques cramées, les forêts et les champs en cendres. Début 19e donc, ce n'est pas la joie. Surtout que malgré la paix revenue, les gouvernements successifs se méfient de ces brigands, et les laissent donc crever dans leur merde. C'est à ce moment-là que naît le miracle vendéen. Au lieu de se lamenter et de monter une assaut de pleurnicheuses pour gratter des subventions, ils se retroussent les manches et reconstruisent leur pays. Ne pouvant compter sur personne, ils s'entraident et dès que quelqu'un lance une initiative, tout le monde emboîte le pas. C'est ainsi que vient naître dans un département qui n'a en soi aucune ressource naturelle, aucun atout, sans ville et extrêmement enclavé, une multitude de PME devenues leaders européens ou mondiaux dans leur secteur. Toujours le même schéma, un mec dans un petit village se lance, tout le monde fait bloc, un capitalisme catholique lisse les rapports et tout roule. Aux Essarts, 4000 habitants, né Moussé, le poids lourd du transport sur route, sans mauvais jeu de mots. Le petit ébéniste du Boupère, 3000 habitants, monte l'énorme groupe de meubles Gauthier. Le petit charcutier de Montaigu, 5000 habitants, crée Sodebo. Un autre crée Fleury-Michon à Pouzauges, 6000 habitants. Le fils d'un quincaillier des Herbiers, 15 000 habitants, crée Beneteau, leader dans la construction de bateaux de plaisance. La liste pourrait continuer 3 heures. Le secret, quasiment pas d'école publique. Tout le monde à la même enseigne, les patrons et les ouvriers sur les mêmes bancs de classe. Un formidable élan de création et d'autonomie, un esprit d'entraide enraciné, un souci du bien commun. Tous les sièges sociaux sont restés au pays, et les boîtes restent familiales et plutôt respectueuses de la doctrine sociale de l'Église. Si on connaît la merde post-coronavirus et que tout est à réinventer, inspirons-nous de ces Vendéens à la tête aussi dure que le chêne, qui malgré toute attente sont partis d'un enfer de sang et de larmes pour devenir un petit paradis qui ne connaît ni le chômage ni la misère. Ils pourraient avoir comme devise celle du général de Lattre, autre Vendéen, ne pas subir. Pour sortir de votre confinement, Franc-comtois, rends-toi, nenni ma foi. Telle est la devise des habitants de Besançon. Besançon est devenue française seulement depuis 1678, après avoir reçu moult chiquettes de la part du bon roi Louis XIV. Alors les Bretons, niveau ancienneté, vous pouvez aller vous rhabiller. Comme vous l'avez deviné, je vais donc aujourd'hui vous faire visiter Besançon, ma ville natale, que je partage notamment avec Victor Hugo, Proudhon, Charles Fourier, le théoricien des phalanstères, Tristan Bernard, Charles Nodier et les frères Lumière, les inventeurs du cinéma. Et oui, rien que ça. Besançon, capitale des Séquanes, admirée par Jules César, s'appelait jadis Vesantio. De nombreux vestiges antiques parsèment la cité, dont une porte noire, un amphithéâtre, des arènes et de nombreuses mosaïques. La ville fut rattachée au royaume franc par Clovis, avant de finir dans la Lotharingie, puis dans le Saint-Empire germanique. Et oui, comme une partie de la France, on s'est bien fait avoir par les villes germains. Les Édouins sont ainsi fait quelque peu remplacés par les Burgondes. Charles Quint fera de la ville son bouclier contre le royaume de François Ier. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Besançon n'appartiendra jamais à la Bourgogne. C'est pourquoi le rattachement administratif récent à la Bourgogne au sein d'une vaste région fait ici beaucoup grincer des dents. Pour finir, on devient français, patati et patata, ce qui est toujours mieux que d'être allemand. Sinon, c'est aussi accessoirement la capitale de l'horlogerie, et nous possédons l'un des plus beaux musées de France. Mais assez de chauvinisme, je vous emmène flâner dans ces rues. La ville est entourée par une boucle que forme le Doubs. C'est une rivière, au cas où. Boucle qui est fermée à son extrémité par un petit éperon rocheux sur lequel Vauban a installé une stèle, monument incontournable aujourd'hui de la ville.
Cette situation a rendu la ville bien des fois imprenable. La citadelle, après une bonne montée histoire de garder la forme, est aujourd'hui occupée par un zoo et des musées. Mais les gentils singes, qui étaient en quasi-liberté, viennent d'être retirés des remparts qu'ils s'amusaient gentiment à détruire caillou par caillou. C'est fort dommage. Mais le plus remarquable à mon sens, c'est cette incroyable unité architecturale de la ville, entièrement bâtie de pierres d'un bleu-gris, et le fait aussi que la ville soit entourée de collines entièrement boisées. Voilà, il y fait bon vivre, quoique depuis qu'ils ont installé un tram, la racaille s'y donne à cœur joie, comme un peu partout en France. Mais on s'y console avec la Cancoyotte, le Comté, le Morbier, et cet accent qui n'est toutefois pas des plus beaux. Exemple, 20 Dieu, v'là que la baguette coûte 1 euro, te rends compte? Bref, je compte bien vous y retrouver après le confinement. Un moment que vous attendez tous, la chronique littéraire. Je vous donne un indice. Ça parle de ferme et d'animaux. La ferme des animaux de George Orwell. Vous savez ce qui est sympa? La politique. Mais vous savez ce qui est encore plus sympa? La politique avec des animaux. Tout le monde aime les animaux, même si en ce moment on préfère largement les pangolins. C'est le principe de la ferme des animaux de George Orwell, paru en 1945. Mais tout d'abord, un mot sur l'auteur. George Orwell est né en 1903 en Inde, en période du Raj britannique. Son œuvre littéraire est marquée par ses positions politiques proches du révolutionnaire libertaire, mais étant fortement opposé au bolchevisme russe. Il se rapproche du socialisme libertaire après avoir vu et vécu les conditions de vie des prolétaires. Je ne vais pas vous barber avec toute sa pensée politique. On va dire pour synthétiser que c'est un mec qui aime pas trop les patrons malhonnêtes qui exploitent la classe ouvrière. Quant au bouquin, je vous fais un bref résumé. C'est l'histoire d'une ferme agricole. Les animaux en ont marre de bosser pour les humains qui ne prennent pas soin d'eux, donc, menés par une élite que sont les cochons, ils décident de se rebeller et de prendre le contrôle de la ferme. Une fois la chose faite, les cochons décrètent l'indépendance des animaux. On voit alors les animaux se répartir les tâches, fonder une micro-société avec ses lois, ses règles, sa politique, etc. Mais peu à peu, les cochons centralisent le pouvoir, font travailler les animaux plus qu'ils ne le faisaient déjà sous l'ère des hommes. Les cochons se présentent comme une élite qui se doit d'être supérieure aux autres animaux, quitte à ressembler aux hommes. Le roman relate la montée de cette élite ainsi que leur jeu politique. Ce bouquin figure parmi les meilleurs romans en langue anglaise. On a beau dire, les Anglais sont pas des branques dans le domaine littéraire. Orwell, dans son roman, établit une excellente critique de la révolution russe ainsi que du régime soviétique en général. L'excellent parallèle fait entre l'accession au pouvoir de Staline et celle du cochon Napoléon est tout autant génial qu'à mourir de rire. Dans la ferme des animaux, Napoléon s'en rend même ridicule. Belle critique du stalinisme. On bute ses adversaires, ensuite on s'occupe des travailleurs. S'il y en a un qui est plus en état de bosser, bah au goulag, ou dans le roman, à l'abattoir. On assiste à une belle critique d'une élite qui remplace une autre. Les animaux se révoltent contre les hommes pour plus d'agilité, et bien les cochons remplacent les hommes. Il en est de même pour le régime soviétique. L'élite bolchevique a remplacé l'élite bourgeoise qui dirigeait la Russie tsariste. À la fin, c'est toujours le peuple, ce troupeau mené par une élite qui se fait enfler. Dans ce roman, Orwell fait bien une critique de la révolution russe et des soviets, mais elle a une visée plus lointaine. Il attaque directement les régimes totalitaristes. Dans cette ferme, les animaux sont bâillonnés, personne ne peut contester l'autorité ou les décisions des cochons. Tous leurs gestes et paroles sont contrôlés par le pouvoir. Pour conclure, je vous encourage à lire ce livre, qui est d'une part génial d'un point de vue littéraire, très marqué par le style spécial de George Orwell, et ensuite parce que la critique du régime soviétique est géniale, surtout venant d'un socialiste libertaire. Bref, lisez des livres, et si vous pouvez, lisez celui-là parce qu'il vaut vraiment le détour. Passons maintenant à l'éphéméride. Éphéméride du 24 mars. En ce jour où il mourut il y a 367 ans et au moment de commémorer sa mémoire, nous aimerions vous parler d'un homme proche du pouvoir. Un homme dont le nom est connu de tous, le cardinal Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu. Et là vous vous dites, c'est pas Alphonse son prénom, je suis certain qu'il s'appelait Armand, je l'ai lu quelque part. Eh bien oui, le cardinal de Richelieu, il s'appelait Armand. Mais il avait un frère qui s'appelait Alphonse et qui était aussi cardinal. Et comme il s'appelait Richelieu, c'était aussi le cardinal de Richelieu, mais pas le ministre de Louis XIII. Ça c'était son frère, le cardinal de Richelieu, enfin l'autre, Armand ou Alphonse. Oh et puis merde. Bon, comme celui qui est mort en 24 mars, c'est pas le plus intéressant, finalement on va pas en parler. Évidemment, on parlera pas non plus de l'exécution en 1794 des hébertistes, une branche des montagnards pendant la Convention. Parce que des exécutions à l'époque, c'est pas ce qui manquait, donc on peut pas vraiment qualifier ces types de précurseurs. Le traité de Turin sera donc l'objet de l'éphéméride du jour. Dans la famille Napoléon, je demande le neveu.
Le 24 mars 1860, Napoléon III et Camille Cavour, président du Conseil du Royaume de Sardaigne, entéritent un traité qui prévoit la réunion, ou annexion par les réfractaires, du duché de Savoie et du comté de Nice à la France. Cette cession territoriale avait été concédée 2 ans plus tôt par le royaume sarde en échange de l'appui de l'Empire en vue de l'unification italienne. Mais comme l'Europe de l'époque ressemblait plus à une partie de risque qu'autre chose, paf, double 6, tu perds 2 défenseurs, et qu'il y avait toujours une petite guerre qui éclatait au moment de l'échange de cartes territoires, le traité fut oublié. Ce n'est qu'après une petite rixe avec l'Autriche que le sujet fut remis au goût du jour par des Savoyards un peu motivés de quitter l'Italie naissante. Ces derniers envoyèrent au souverain Victor Emmanuel II une missive intitulée « La Savoie n'est pas italienne et ne saurait l'être ». Mais ils n'étaient pas les seuls. Des partisans du maintien italien se firent entendre, ainsi que des hommes favorables à une union avec la Suisse, et forcément, quand on peut foutre la merde dans les affaires françaises, c'est toujours les mêmes qui débarquent. Les putains d'anglais. Par le biais diplomatique, ils soutiennent toutes les initiatives anti-françaises. Mais quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque, et l'unification est achevée par un référendum en avril 1860. C'est la dernière fois que les frontières françaises changeront, à part 2 ou 3 chamailleries avec un pays bizarre où les types portent des casques qui peuvent aussi faire vie bloquée. Et enfin, le moment que vous attendez tous, la blague du jour. Un infirmier en hôpital psychiatrique se rend dans l'aile droite du bâtiment. Dans cette aile, il y a 3 patients. Il doit aujourd'hui effectuer des essais cliniques. Il se rend auprès du premier patient. « Dis-moi, combien font 3 x 4 1342 !» Non, pas vraiment. Il va voir le second patient. « Dis-moi, combien font 3 x 4 mercredi ?» Pas vraiment. Il se rend ensuite au troisième patient. « Dis-moi, combien font 3 x 4 12 !» Ah, bravo! Et comment as-tu réussi à trouver ? J'ai divisé 1342 par mercredi.